Ça y est, la nouvelle saison de Doctor Who est terminée, l'occasion pour les fans d'émettre un avis définitif sur le retour de Russell T Davies en tant que scénariste en chef, et pour les profanes, l'occasion peut-être de découvrir la série, puisqu'en effet, ce retour s'accompagne d'une nouvelle numérotation. Une décision assez compréhensible du point de vue de Disney+, puisqu'ils n'ont pour l'instant que cette unique saison à proposer à leurs abonnés. Et autant dire qu'attirer un nouveau public avec une saison 14, ça paraît franchement compliqué. Cependant, il est tout de même intéressant de noter que si vous mettez en ligne un extrait d'épisode sur YouTube et que celui-ci est détecté par le bot, on peut constater qu'en interne, elle est bel et bien nommée saison 14. Et ouais, donc en vrai, pour les spectateurs déjà initiés à la série, je trouve que c'est tout à fait acceptable de parler de saison 14, dans la mesure où même la BBC semble en contradiction avec la décision marketing de Disney+. Enfin bref, si vous êtes là, c'est pour connaître mon avis sur ces nouveaux épisodes, j'imagine. Ok, bah c'est parti alors. Space Babies est le mal-aimé de la saison, et c'est un peu injuste parce qu'il représente pourtant l'épisode typique de Doctor Who dans sa forme la plus archétypale. Tout y est, le voyage dans l'espace qui impressionne le compagnon, le concept de science-fiction un peu barré, ici les bébés qui parlent, le gros méchant monstre qui n'est en fait pas si méchant. Alors du coup, on pourrait lui reprocher d'être un peu trop lambda et conventionnel justement, mais en même temps, bah c'est du Doctor Who pur jus, donc si vous êtes un fan de la série, ça devrait vous parler normalement. Bon après, je le reconnais, on n'est pas non plus face à un immense chef-d'œuvre, hein. Et d'ailleurs, sur certains aspects, c'est un peu une version modernisée de The End of the World de la première saison 1 de Russell T Davies, puisqu'on retrouve le plan de la compagne observant l'espace à travers une vitre, le docteur qui customise son téléphone pour qu'elle puisse appeler sa mère, et bien sûr toutes les explications de base sur le TARDIS et les Seigneurs du Temps, qui ont pu en frustrer certains, mais qui sont pourtant nécessaires pour un renouveau de la série, avec ou sans renumérotation. Bon, par contre, ça... Bon, on aurait peut-être pu s'en passer. Beaucoup ont préféré The Devil's Cord, que j'ai personnellement trouvé du même niveau que le précédent. Bon, on va pas se mentir, c'est le personnage de Maestro qui porte l'épisode. Puisqu'en réalité, The Devil's Cord est un enchaînement de scènes démontrant toute l'excentricité du personnage, mais sans qu'il y ait un véritable lien tangible qui maintienne l'ensemble. En fait, on dirait presque qu'ils se sont contentés de filmer plusieurs scènes avec Jinx Monsoon qui cabotine, puis qu'ils ont improvisé au montage pour voir comment assembler tout ça. Je force un peu le trait évidemment, mais c'est assez proche du ressenti que j'ai eu. Pour autant, c'est un épisode plutôt pas mal. On pourrait regretter la quasi-absence des Beatles pourtant très attendus, mais en ce qui me concerne, en tant que non-fan du groupe, je les trouve malgré tout bien intégrés au scénario. Très clairement, l'épisode ne leur est pas dédié puisque c'est Maestro qui est au centre de l'attention, mais les Beatles sont là au début pour mettre en place la situation, et ils reviennent à la fin pour la sauver. Et heureusement qu'ils étaient là pour ça, parce que sans eux, la résolution paraîtrait encore plus facile qu'elle ne l'est déjà. Il faut savoir qu'en réalité, Russell T Davies avait cette envie de faire un épisode avec les Beatles, sauf qu'apparemment, obtenir les droits d'utilisation de leurs morceaux coûte extrêmement cher. Il a donc dû s'arranger pour faire apparaître le groupe, mais sans utiliser la moindre de leurs chansons. Le fait de savoir ça a, je pense, renforcé mon intérêt pour l'épisode, puisqu'à mon sens, Russell T Davies a plutôt brillamment relevé le défi. Les membres des Beatles sont effectivement présents tout en ayant une certaine importance, mais le scénario justifie l'absence de leur chant. La chanson de fin, bien qu'amenée comme un cheveu sur la soupe, permet d'ailleurs de les entendre chanter sans utiliser un titre de leur répertoire. Donc au final, le contrat est plutôt bien rempli. En ce qui me concerne, c'est pas non plus un épisode que je placerais parmi les meilleurs de la saison, contrairement à beaucoup de gens. Il y a de superbes scènes, comme celle dans le silence ou le piano sur le toit, mais ça reste un basique gentil contre méchant, sans beaucoup plus d'originalité. C'est le grand retour du meilleur scénariste de la série, le dieu Steven Moffat. Et sans grande surprise, son épisode est une réussite, mais pas non plus un immense chef-d'œuvre comme certaines de ses précédentes créations. D'abord, ce qui est brillant, c'est son concept. Car oui, on a enfin le retour des épisodes à concept, absents depuis bien trop longtemps alors que c'était l'une des grandes forces de la série. Cette fois-ci, le docteur se retrouve piégé sur une mine, ce qui l'oblige à rester immobile jusqu'à ce qu'il trouve une solution pour s'en défaire. Mais au-delà de son concept, tout le génie de l'épisode réside dans sa montée en tension graduelle. D'abord, le docteur marche sur la mine, en informe Ruby, puis il lui faut un objet pour rééquilibrer son corps, puis une enfant débarque en frôlant la mine, puis
une soldate débarque à son tour, mais pour tirer sur le docteur. Puis finalement c'est Ruby qui se fait tirer dessus. Bref, vous l'aurez compris, c'est un enchaînement constant de situations de plus en plus dangereuses qui parviennent à nous faire douter de la survie des personnages, pour peu qu'on soit parvenu à prendre le train en marche. Hélas, son concept fort est à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse, puisqu'une fois qu'on a compris le principe, on peut potentiellement commencer à ressentir une certaine lassitude. Bon après, ça reste un épisode de Steven Moffat, donc c'est brillant par bien des aspects. J'adore par exemple le concept de l'urne cylindrique qui s'avéra utile tout au long de l'épisode, les fameuses répliques du docteur qui sonnent d'abord comme amusantes, puis qui prennent un tout autre sens lorsqu'elles sont répétées plus tard. I was kind of hoping for a beach. Ah, what do you think this is? It's not a beach. I'll give it time. Everywhere's a beach eventually. Put a quantum chain reaction through me and I will shatter this silly little battlefield of yours into dust. That's not possible. Everything is possible. Everything is possible. Everywhere is a beach eventually. Et bien sûr, les gimmicks moffatiens qu'on commence à bien connaître. Kanto, talk to me. Are you alright? I'm fine. How are you? Are you injured? I'm fine. How are you? Pas de doute, c'est bien du Steven Moffat, mais pas non plus le Steven Moffat des grands jours, qui nous avait pondu bon nombre de chefs-d'œuvre que vous connaissez tous. Ici, on est plutôt sur le Moffat d'Extremis ou de Twice Upon a Time, c'est-à-dire le scénariste de Standalone très cool, mais pas non plus exceptionnel. Ce qui est assez logique finalement. En fait, on retrouve le Moffat qu'on avait laissé en fin de saison 10. Cet homme épuisé par plus de 10 ans d'écriture sur Doctor Who. Ce scénariste qui était déjà à court d'idées après 3 saisons, mais qui a su parfois compenser par son génie. Tiens d'ailleurs, l'idée du docteur qui marche sur une mine, en fait ça vient de Genesis of the Dalek, un épisode classique dans lequel il se passe basiquement la même chose, sauf que ça dure 3 minutes et pas tout un épisode. Ça appuie la thèse que je défends dans mes vidéos sur les saisons 7 et 8, à savoir que Steven Moffat c'est un génie, mais vers la fin il commençait à manquer d'idées, donc parfois il recyclait, ou il suivait les désirs de Peter Capaldi. Bref, en somme, Boom est un très bon épisode au concept assez brillant, mais qui n'atteint pas non plus les sommets dont le grand Steven Moffat est parfois capable. Bien que très différent de Boom, 73 Yards brille lui aussi par son concept. Je dois dire que lors de mon premier visionnage, j'avais indubitablement apprécié l'expérience, mais la fin m'avait quand même pas mal frustré. Tout l'intérêt de l'épisode repose sur un mystère incarné par cette entité qui semble être une femme âgée, toujours au loin. Qui est-elle et que dit-elle pour faire fuir les personnes qui s'en approchent ? Mais si l'entièreté de ton récit repose sur un mystère, alors tu te dois d'apporter des réponses au moment de conclure. Et le problème, c'est que 73 Yards n'apporte qu'une réponse partielle. Alors autant ne pas connaître la phrase qui est dite par la femme au loin ne me dérange pas, pour la simple et bonne raison qu'absolument rien ne justifie de manière rationnelle la réaction de la mère de Ruby. En fait, les situations que provoque l'entité sont tellement irrationnelles justement, que l'on peut nous-mêmes en conclure qu'il s'agit en fait d'un phénomène surnaturel, et non pas d'une véritable phrase qui est prononcée. Je suis personnellement ok avec cette explication. En revanche, ce qui m'a beaucoup plus dérangé la première fois, c'est le fait que la résolution ne soit absolument pas claire, voire même illogique. Je suis sûr que lorsque vous avez regardé l'épisode, comme tout le monde, vous avez cru que la fin nous faisait comprendre que la vieille dame au loin était en fait une version âgée de Ruby depuis le début. Sauf que si c'était le cas, alors pourquoi le retour de la Ruby âgée à la fin empêche les protagonistes de marcher sur le cercle alors que ce n'était pas le cas la première fois ? Si vraiment l'entité était une Ruby du futur, alors la fin devrait créer une boucle temporelle et pas briser la malédiction. Et c'est ça le problème que j'avais avec l'épisode. Le scénario essaie de nous faire croire que cette fin est une résolution, alors qu'en fait ça ne résout rien du tout. À moins qu'on ait tous mal compris le sens de cette conclusion au premier visionnage. En effet, cet épisode m'est resté en tête pendant un petit moment après sa diffusion, et à force d'y repenser, j'ai fini par formuler ma propre interprétation. Une interprétation qui fonctionne en fait beaucoup mieux. En réalité, l'entité au loin n'est pas Ruby âgée, mais juste une personne qui a subi le même sort par le passé en marchant elle aussi sur le cercle des fées, et qui essaie donc de prévenir Ruby du danger. Exactement comme lorsque Ruby âgée retourne dans le passé, et qu'elle fait les mêmes gestes pour l'empêcher de piétiner le cercle. Donc en clair, la fin de l'épisode ne nous dit pas que Ruby était l'entité depuis le début, mais plutôt qu'elle finit par prendre la place de la personne qui a tenté de la prévenir, afin qu'elle puisse elle-même empêcher sa version du passé de marcher sur le cercle. Et c'est pour ça que l'actrice qui interprète l'entité n'est pas la même que celle qui incarne la version âgée de Ruby. Ce sont bien deux personnages différents.
D'ailleurs, même la vidéo de la scène de fin postée par la chaîne officielle possède un titre assez révélateur. Ruby et la femme ? Point d'interrogation. Rien n'est affirmé. Je suis content d'avoir trouvé une interprétation qui fonctionne et qui me fait apprécier l'épisode tel qu'il est, mais le fait que la résolution soit aussi peu claire restera pour moi un défaut notable. Et c'est décidément un enchaînement de réussite, puisqu'on est là encore face à un très bon épisode. Bien loin du Black Mirror pour boomer auquel on aurait pu s'attendre, Dot & Bubble est en réalité bien plus intelligent et pertinent qu'il n'y paraît au premier abord. En effet, au-delà de critiquer la technologie, Dot & Bubble se moque surtout des riches et du milieu bourgeois d'une manière générale. Pas étonnant quand on connaît le positionnement politique de Russell T Davies, et malheureusement plutôt fidèle à la réalité si vous voulez mon avis. Des gros monstres ridicules et une science-fiction aussi esthétisée que politisée, pas de doute, on est là encore dans du Doctor Who pur jus. Mais ce qui a le plus bousculé les spectateurs, c'est là encore la fin de l'épisode. Beaucoup de gens n'ont pas compris que les habitants de Find Time refusaient l'aide du docteur par pur racisme primaire. Et je dois avouer que moi-même, sur le moment, je n'étais pas sûr que c'était bien ça qu'il fallait comprendre. Lors de la diffusion, c'était assez fou de constater que tout le monde n'avait pas compris la scène de la même manière. Et j'ai tendance à penser que ce n'est pas forcément lié à votre rapport personnel au racisme, mais plutôt à la manière dont ça a été amené. J'ai fini par le comprendre à force de voir les réflexions des gens sur le sujet, mais normalement, si vous êtes une personne normale et intelligente, c'est-à-dire une personne pas raciste, vous n'êtes pas censé être obsédé par la couleur de peau du docteur. Donc si dans la fiction, on ne vous fait pas remarquer que le personnage est noir, alors vous n'êtes pas spécialement censé le conscientiser. Or, dans Dot & Bubble, et même dans la saison en général, on ne rappelle jamais que l'acteur qui interprète le docteur a la peau noire, et c'est bien normal. Mais du coup, lorsque les bourges rejettent le docteur en disant simplement qu'il n'est pas comme eux, sans entrer dans les détails, on n'est pas forcément censé percuter qu'elle parlait en fait de sa couleur de peau. Car sa couleur de peau ne nous a jamais été présentée comme importante. Voilà pourquoi, à mon sens, on peut totalement passer à côté du propos. Bon, il y a aussi la mention du vaudou à un moment, certes, mais alors perso, j'avoue que j'ai absolument pas associé ce mot à une culture en particulier, et donc à du racisme. Enfin, pas immédiatement en tout cas, parce que quand on revoit l'épisode en sachant ça, ouais, ça devient tout de suite plus évident. Et pour ceux qui douteraient encore qu'il est bien question de racisme dans cette scène, Russell T Davies le dit explicitement dans le making-of posté sur la chaîne YouTube officielle. Il explique qu'on lui a parfois demandé comment un docteur noir allait s'en sortir lors de ses voyages dans le passé, ce à quoi Davies répondait que le racisme est un problème de toutes les époques, pas seulement cantonné au passé. Mais si cette fin d'épisode est si marquante finalement, c'est surtout grâce à la réaction poignante du docteur. La performance de Ncuti Gatwa à cet instant restera sans nul doute dans les mémoires, et pour encore longtemps je pense. Bien que très sympathique, Rogue est à mon sens le stand-alone le plus faiblard de cette saison. Alors pas mauvais pour autant, mais disons qu'il est plus banal et donc moins marquant, et puis surtout il souffre quand même de quelques défauts d'écriture. En fait, l'épisode fonctionne surtout grâce au personnage de Rogue et à sa relation touchante, bien que soudaine, avec le docteur. Malheureusement, à côté de ça, l'intrigue mettant en scène les piafs métamorphes peine à nous tenir en haleine. Mais le pire, c'est la fausse mort de Ruby. Bon, c'était assez facile de deviner qu'elle n'était pas morte, étant donné que la scène en question se coupe pile au moment où le piaf lui saute à la gorge. Mais du coup, l'épisode compense cette absence de suspense par un mensonge, puisque juste après, on nous montre une Ruby qui fait les mêmes bruitages que les piafs, alors que non, c'est bien la vraie Ruby qui fait semblant. Donc là, le sound design nous ment carrément pour essayer de nous faire croire un truc faux. Bon, en réalité, ces bruitages viennent très probablement de ces fameuses boucles d'oreilles pseudo-magiques, qui manifestement sont tellement pétées qu'on se demande pourquoi elles ne sont pas portées dans tous les épisodes. Mais bon, ça reste un peu facile tout ça, Et je ne peux pas parler de cet épisode sans évoquer le caméo complètement inattendu du docteur de Richard E. Grant, une incarnation jusqu'alors non canonique. Si vous voulez en savoir plus sur lui, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps qui parlait entre autres de Scream of the Shalka et de d'autres histoires non canoniques de ce genre. Alors évidemment, ça amène plein de théories ayant pour but de déterminer sa position dans la timeline. Et d'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera un jour, à vous de me le dire. Puisqu'en effet, à la base, il avait été pensé comme étant le 9e docteur avant l'arrivée de Christopher Eccleston dans le rôle.
Donc forcément, c'est compliqué de le placer quelque part dans la continuité officielle. Mais ce n'est pas tout, puisque l'autre problème que ça pose, c'est qu'après avoir incarné le Docteur dans un épisode animé de 2003, Richard E. Grant est revenu jouer dans Doctor Who, mais cette fois-ci dans la continuité officielle, et dans un tout autre rôle, à savoir celui du Docteur Siméon, le grand méchant de la saison 7, rendant alors son caméo en tant que Docteur en 2024 encore plus improbable et énigmatique. Alors qu'en vrai, la réalité derrière ça, c'est que Davies a fait ça juste parce que c'est un énorme troll qui s'en fout complètement de la continuité. Mais genre vraiment, c'est même pas une critique de ma part, c'est vraiment son intention assumée. Davies, il est pas là pour nerdiser sur le lore, il fait juste ce qu'il a envie sans réfléchir à la cohérence. Bon, en somme, Rogue est un épisode plutôt moyen, qu'on retiendra surtout pour avoir introduit un personnage charismatique et probablement récurrent, et aussi pour cette scène particulièrement délicieuse. On arrive donc déjà au final de la saison, du moins sa première partie. Et dès le début, il y a un truc qui va pas. En effet, l'épisode démarre avec un docteur qui débarque dans le QG de Unit, avec la ferme intention de retrouver la femme qu'il voit apparaître partout où il se rend. Donc déjà, on sait pas pourquoi d'un coup il s'est mis à potasser cette question, mais bon, ok, pourquoi pas. Et puis sans transition, il décide finalement d'enquêter sur l'identité de la mère de Ruby. Ça lui prend d'un coup comme ça, comme une envie de pisser. Alors évidemment, nous, en tant que spectateurs, on se dit qu'il doit y avoir un rapport. Mais diégétiquement, il n'y a absolument aucun lien qui est établi entre ces deux sujets. On voit juste le docteur qui, du jour au lendemain, se met à plancher sur ces deux problématiques au même moment, comme s'il avait lu le scénario. Il faut savoir qu'une scène d'introduction était prévue dans le script d'origine, dans laquelle le Docteur et Ruby croisaient les fameuses versions futuristes et aliens de Susan Triad que l'on aperçoit dans l'épisode, et c'est suite à ça que les deux protagonistes auraient décidé de se rendre à Unit afin d'enquêter sur ce mystère. Cette scène, qui n'a finalement jamais été tournée, aurait clairement dû faire partie de l'épisode, ne serait-ce que pour introduire l'élément déclencheur absent du montage final, même si a priori ça n'explique toujours pas le rapport avec la mère de Ruby. Mais au-delà de cette introduction un peu ratée, je trouve qu'à partir de la séquence dans la fenêtre temporelle, l'épisode se transforme en une montée en tension assez efficace. Non, le vrai problème, c'est ce qui vient après. Bon, on va pas tourner autour du pot, surtout que les réactions des fans ont été globalement unanimes. Empire of Death est un final décevant. Commençons par l'aspect le moins grave de tous, la résurrection magique. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais à mon sens, une bonne résolution d'épisode, et plus particulièrement de finale, ça ne doit pas être un événement magique qui sort de nulle part. L'idéal étant donc de mettre en place en amont un élément qui servira à résoudre la situation. Le fameux principe du setup payoff dont je reparle assez souvent. Par exemple, je trouve que la résolution de flux est plutôt satisfaisante parce que le passenger, cette entité qui parvient à absorber le flux, a été introduit plus tôt dans la saison, et son concept tel qu'il nous a été présenté permettait effectivement une telle chose. Pareil pour le final de la saison 1 qui se sert du cœur du TARDIS qui nous a également été présenté plus tôt. Ça, ce sont des exemples de résolution satisfaisantes car bien écrites. Dans Empire of Death, tout le monde meurt, mais comme le docteur il a dit que la mort sur la mort ça crée la vie, et en fait tout le monde est vivant. Je sais bien qu'on est dans Doctor Who et que la série nous a parfois habitués à des concepts étranges voire absurdes, mais ça pour moi c'est pas possible. Y a pas d'élément introduit qui sert à la résolution, pas de setup, rien. On invente une logique pour se sortir de la situation. En fait, on retrouve ici exactement le même problème que pour les 60 ans. Vous vous rappelez quand à la fin de The Star Beast, Donna et sa fille décidaient tout simplement d'oublier leur connaissance de Seigneur du Temps, et ce sans aucune justification, juste parce que ça arrangeait le scénario. Ou le costume du docteur qui se régénère tout seul sans aucune justification. Et là, c'est pareil. On retrouve à nouveau le Russell T Davies des 60 ans, et c'est franchement dommage. Et je fais bien une distinction entre le Davies des années 2000 et le Davies actuel. Non parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 60 ans justement, mais j'ai encore vu beaucoup trop de réactions de gens révisionnistes qui prétendent que l'écriture de Davies a toujours été comme ça. Et en ce qui me concerne, je reste toujours en profond désaccord avec cette affirmation. Russell T Davies, c'est le type qui a écrit Doomsday, un final ultra marquant, voire même le plus marquant de la série à mon sens. C'est aussi lui qui a écrit le final de la saison 4, qu'une bonne moitié des fans considèrent comme étant la meilleure saison. Alors certes, il a aussi fait le final de la saison 3, qui est moins réussi, mais ça, on en reparlera un jour, car c'est un tout autre sujet.
Alors non, les conclusions de Russell T Davies n'ont pas toujours été foireuses à ce point, c'est seulement depuis les 60 ans que c'est le cas. Depuis 2023, on a affaire à un autre Davies, différent de celui qu'on a tous apprécié durant 4 saisons. Évidemment, comme tout le monde je pense, dès que j'ai vu tous ces personnages mourir, je savais déjà que la résolution allait forcément être un « ta gueule c'est magique », parce que tu peux difficilement faire revivre autant de gens de manière crédible. Mais c'est pas parce qu'on s'y attendait qu'il faut l'accepter pour autant. Si tu n'as pas de solution logique et crédible pour faire revivre des morts, alors tu ne fais pas mourir de personnages. C'est au scénariste de bien doser ses enjeux s'il ne veut pas en être piégé. Mais bon, comme je le disais en amorce, j'ai beau me plaindre de cette résolution, en vérité je trouve que ce n'est même pas l'aspect le plus problématique de ce final. Alors oui, parlons de l'éléphant dans la pièce, la révélation sur la mère de Ruby Sunday. Tout ça pour ça. Tout ce fil rouge pourtant brillamment mis en place, tout ce mystère sur la mère de Ruby qui était introuvable et que même la fenêtre temporelle n'arrivait pas à faire apparaître distinctement, le souvenir qui change, la neige qui tombe dès que Ruby évoque son passé, tout ça n'aura servi à rien parce qu'en fait la mère de Ruby c'est une personne lambda et qu'il n'y a rien de spécial avec la nuit du 24 décembre 2004. Voilà, c'est tout. Alors entendons-nous bien, le fait que la mère de Ruby soit juste une personne lambda, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Le problème c'est d'en avoir fait des caisses durant toute la saison, au point d'y avoir attaché des événements surnaturels. Je veux dire, Ruby fait littéralement tomber de la neige. Et la seule explication qu'on aura c'est « Non mais c'est parce que c'est nous qui avons rendu ce mystère important ». Bah non Davies, je suis désolé mais ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas tomber de la neige par magie juste parce qu'on est attaché à un mystère. Puis le fait que Sutekh, grand méchant de la saison, attende patiemment la révélation du mystère, parce que sinon il n'a aucune raison de laisser les protagonistes en vie, sérieusement ? Et est-ce qu'on en parle aussi de la musique que Maestro découvre en elle, et qui semble même l'effrayer ? Du coup c'était quoi cette musique ? Ça sort d'où ? Est-ce que ça veut dire que tous les orphelins ont une musique en eux ? Mais du coup c'est pas du tout spécifique à Ruby ? Non, franchement, cette résolution ne fonctionne juste pas. En fait, ce final, c'est littéralement l'épisode 3 de la saison 1 de The Office. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans cet épisode, le patron Michael Scott décide de faire croire à tous ses employés qu'il a prévu une surprise et que celle-ci leur sera dévoilée à la fin de la journée. Sauf qu'évidemment, en vérité, il n'a rien prévu du tout, et donc il passe tout le reste de sa journée à essayer de trouver quelque chose à offrir afin de tenir sa promesse, jusqu'à ce que tout le monde finisse par s'apercevoir qu'en fait, bah y avait rien du tout. The big surprise is... Drum roll! Voilà, bah ce final de Doctor Who, c'est précisément ça. Davies nous fait croire pendant toute une saison que Ruby est liée à un mystère surnaturel, alors qu'en fait, pas du tout. Il y avait rien. Et je sais que beaucoup ont tellement été déçus qu'ils espèrent encore que la saison suivante apportera des réponses, mais alors perso, j'y crois pas du tout, surtout de la part de Davies. Il me paraît évident que pour lui, l'arc de Ruby est bouclé, et qu'il passera donc à autre chose. Tant pis si sa justification n'a pas de sens. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il nous a même rajouté un mystère supplémentaire qui se termine aussi en pétard mouillé, avec cette fameuse histoire de panneau pointé par la mère de Ruby. Là encore, même mode opératoire, on te met un mystère sous le nez pour attirer ton attention, ici la mère de Ruby, jusqu'alors anonyme, qui pointe son index en direction du docteur sans que l'on sache pourquoi, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'en fait, c'est pas le docteur qu'elle pointait, mais le panneau indiquant le nom de la rue. Et elle faisait ça pour nommer sa fille, qu'elle était venue déposer au pied de l'église. Sauf que, encore une fois, ça n'a absolument aucun sens. Le truc c'est qu'on savait déjà depuis The Church on Ruby Road que le personnage avait été nommé d'après le nom de la rue où se trouve l'église, et on nous avait dit que c'était l'orphelinat qui avait pris cette décision. Or dans la scène en question, il n'y a aucun témoin à l'exception du docteur. Mais si c'était le docteur qui avait transmis l'info, bah il en aurait forcément parlé à un moment ou un autre. Donc à qui elle montre ce foutu panneau s'il n'y a personne d'autre ? Et puis quel est l'intérêt de créer un mystère autour d'une information que l'on connaissait déjà, tout en contredisant ce qui a été dit plus tôt ? Ça n'a tellement aucun sens qu'on dirait presque que le début et la fin de la saison ont été écrites par des personnes différentes. Ce qui me rappelle quelque chose d'étonnamment lié. En effet, vu les sujets que j'aborde sur ma chaîne, je me sens obligé de mentionner une déclaration assez surprenante de Davies.
Ce dernier a en effet expliqué que le fait que la mère de Ruby soit en réalité une personne lambda lui a été inspiré par la postlogie Star Wars, et plus particulièrement The Last Jedi, épisode dans lequel Rian Johnson avait tenté de faire de Rey une fille lambda, liée à aucune famille importante de l'univers connu. Une très bonne idée qui a pourtant été contredite dès le film suivant, une fois J.J. Abrams revenu aux commandes. Parce que oui, J.J. Abrams, il est comme les fans de la postlogie, il a pas compris le propos de Rian Johnson. Probablement frustré par la contradiction créée par le fameux Rey Palpatine, Davies a donc décidé d'écrire sa propre version à travers le personnage de Ruby, une orpheline qui est effectivement la fille de parents tout à fait lambda. Sauf qu'évidemment, là où dans la postlogie Star Wars ça pouvait marcher, dans Doctor Who si tu ajoutes des pouvoirs magiques à ton personnage censé être humain, bah forcément ça fonctionne beaucoup moins bien. Bon, en dehors de tout ça, il reste quand même quelques petits morceaux de positif dans ce final. Le retour de Sutekh est une idée intéressante, même si dans les classiques c'est un ennemi assez random, donc c'est un choix assez étonnant. Il y a quelques scènes vraiment marquantes, notamment grâce à la performance de Ncuti Gatwa, comme le dialogue avec la survivante dans le désert, le désespoir du docteur face à la destruction de l'univers, ou même son cri de colère lorsqu'il confronte Sutekh dans le vortex. Davies est encore capable de créer de l'émotion et des concepts qui fonctionnent. C'est vraiment juste ses résolutions qui posent problème. Alors au final, elle vaut quoi cette nouvelle saison 1, ou saison 14 comme vous préférez? Eh bien c'est une saison correcte. Clairement pas excellente, mais clairement pas mauvaise non plus. Juste correcte. Je la mettrai quand même au-dessus des 2 premières saisons de Jodie Whittaker, parce qu'elle a l'avantage d'être beaucoup plus constante en termes de qualité. Car même si le final reste et restera toujours un point noir franchement dommageable, tout le reste de la saison demeure assez solide dans l'ensemble. Ncuti Gatwa et Millie Gibson sont parfaitement castés, et leur alchimie crève l'écran. Même les différents mystères qui constituent le fil rouge, comme le passé de Ruby ou les multiples apparitions de Susan Triad, sont franchement bien amenés et suffisamment intrigants je trouve. En fait, la seule chose qui manque réellement pour en faire une saison plus que correcte, en dehors du final décevant bien sûr, c'est un épisode qui sort du lot comme on en a habituellement à chaque saison. En général, ce sont les épisodes écrits par Steven Moffat qui remplissent ce rôle, et pourtant ici, même lui est resté en dessous de ses propres standards. Alors bien sûr, il reste 73 Yards au concept particulièrement brillant, mais j'aurais du mal à le placer au-dessus d'un Dot and Bubble. Quant à Space Babies, The Devil's Cord et Rogue, ils sont chouettes mais sans plus quoi. En résulte donc une saison correcte. En fait, je suis de plus en plus convaincu que Wild Blue Yonder aurait vraiment dû être un épisode de cette saison 1, plutôt que d'en faire un standalone rattaché aux 60 ans de la série. Si ça avait été le cas, il aurait été le fameux épisode marquant de la saison. Mais bon, comme on dit, avec des scies, on coupe du bois, mais on refait pas le monde. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que cette saison de 2024 est un bon point d'entrée pour les profanes? Personnellement, je continuerai de conseiller la saison 5, qui reste encore aujourd'hui la meilleure saison pour commencer Doctor Who, à mon humble avis, mais si c'est votre cas, si vous avez découvert la série grâce à la saison 1 de Disney+, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je suis sincèrement curieux. Je sais qu'un reproche qui est beaucoup revenu concerne le nombre d'épisodes. En ce qui me concerne, je comprends et j'approuve ce format de 8 épisodes qui correspond au standard des séries actuelles. Le problème à mon sens vient plutôt de la durée de chacun d'entre eux. 8 épisodes c'est très bien car ça permet de supprimer les scénarios superflus qui faisaient office de remplissage dans les saisons précédentes. J'en veux pour preuve que déjà en saison 13, avec les 6 épisodes de flux, on avait pu constater une certaine qualité constante et nettement supérieure à ce qu'on avait eu précédemment. Et avec cette saison de 8 épisodes, on constate à nouveau une qualité constante. Aucun stand-alone n'est vraiment à jeter dans l'ensemble. Ce qui me pousse donc à croire que le vrai problème, c'est la durée de ces épisodes qui est redescendue à 45 minutes, alors qu'en général, une série de 8 épisodes correspondrait plutôt à un format de 60 minutes. Même durant l'ère Whittaker, on était sur un format de 50 minutes, donc clairement, c'est une régression. Et c'est d'autant plus problématique que, comme évoqué plus tôt, beaucoup de scènes semblent avoir été coupées au montage, voire carrément pas tournées du tout. Et même si je n'aime pas ce discours qui place Disney comme les grands méchants de l'histoire, je pense que la réduction du temps d'épisode est une volonté de leur part, au vu de leurs habitudes de format sur leurs autres productions. Au final, j'en arrive à la même conclusion que pour les 60 ans de Doctor Who. Les résolutions sont ratées, mais il subsiste encore de très bonnes choses, et je reste persuadé que Russell T Davies est un scénariste talentueux. Alors maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est espérer que les résolutions des prochaines saisons finiront enfin par être satisfaisantes. En attendant, réjouissons-nous, car le prochain épisode spécial Noël est écrit par Steven Moffat.